Cette semaine au balado, la dérive de la gauche et la couverture spéciale du Forum de l'Alliance pour la responsabilité citoyenne 2025 qui avait lieu à Londres. Bonjour et bienvenue à votre Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine Libre Média. Je suis votre animateur Francis Denis en compagnie de mon collègue et rédacteur en chef à Libre Média, Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, bonjour. Bonjour, mon cher Francis. Et notez que l'ensemble des sujets discutés dans ce balado sont également disponibles dans leur format écrit sur le site web de Libre Média au libre-media.com. Alors, mon cher Jérôme, toi au Mexique, moi à Londres, au Royaume-Uni, nous allons discuter, pour commencer ce podcast, on va discuter du Québec, puisque tu as écrit un magnifique texte, un éditorial disponible au libre-media.com intitulé « Du politique au thérapeutique, la dérive psychologique de la gauche ». Alors, justement, selon toi, le wokisme est le moment où la gauche s'est détachée du politique pour devenir surtout psychologique. Exactement. Ben, écoute, je poursuis ma réflexion sur les mutations de la gauche. C'est pas la première fois que j'en parle. C'est un thème qui est structurant dans la mesure le virage de la gauche, le virage psychologique de la gauche explique, selon moi, pourquoi beaucoup de gens se sont détachés d'elle, en fait. Donc, j'essaie toujours de comprendre pourquoi finalement, la gauche ne défend plus les classes populaires. Bon, ça, c'est pas la première fois, je suis pas le premier à le dire non plus en Occident. Mais pour moi, le wokisme, en gros, c'est le moment où la gauche s'est détachée du politique pour devenir surtout psychologique, comme tu viens de le dire. C'est-à-dire que on est passé d'une gauche économique à une gauche plus identitaire. On a parlé beaucoup des luttes pour la reconnaissance, mais au-delà de ça, au-delà du virage multiculturaliste et diversitaire de la gauche, il y a le virage psychologique. Et c'est quoi, en gros? C'est une gauche qui, finalement, n'épouse plus des causes politiques, n'épouse plus des causes économiques, ce qui fait en sorte que ce n'est plus vraiment de la gauche, et ce qui explique aussi pourquoi, c'est ça, des gens autrefois de gauche se sont tournés vers la droite. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pourquoi un Donald Trump, pourquoi un Javier Milei, pourquoi une Meloni en Italie, pourquoi ces gens-là sont capables d'aller chercher des gens de sensibilité de gauche, c'est parce que la gauche n'épouse plus des causes politiques. Et le livre de Catherine Dorion que j'ai recensé à Libre Média l'année dernière est extrêmement symptomatique de ça. C'est-à-dire, Catherine Dorion nous pond un livre de presque 400 pages dans lequel elle peine finalement à identifier les causes politiques qu'elle défend. C'est-à-dire qu'on s'attendrait de la gauche qu'elle défende, par exemple, les Autochtones, qu'elle nous parle de l'environnement, etc., de la justice sociale en général. Bon, la justice sociale, c'est assez vague. Mais Catherine Dorion, de quoi elle nous parle finalement dans son livre de près de 400 pages? Elle nous parle d'elle. Elle nous parle de son malaise existentiel. Donc, c'est la gauche, je me moi, là, comme tu dis. Exactement. Donc, la gauche, comme je l'écris dans cet article, ce n'est plus j'agis, donc je suis une gauche qui agit sur le réel, qui agit à travers, évidemment, la maîtrise du gouvernement, etc., du pouvoir politique. On est passé du j'agis, donc je suis, à je souffre, donc je suis. Donc, vous voyez un peu l'image. Donc, Catherine Dorion nous parle d'elle dans son livre. Elle se bat contre un fantôme, finalement, ce qu'elle appelle le néolibéralisme. Mais c'est quoi le néolibéralisme? Est-ce que, comment on s'attaque à ça? Elle ne dit pas. Et comme, je me plais à dire aussi, c'est ça. Autrefois, la gauche investissait la rue et les universités. Aujourd'hui, elle déferle dans les sentiers pédestres et les salles de yoga. La révolution vire à la méditation. Donc, on est vraiment passé, c'est ça, d'une gauche politique. Et c'est quoi le politique? C'est la maîtrise, c'est ça, des leviers de l'État pour transformer la société. Je dis pas que moi, je suis dans une logique de gauche. Je pense qu'évidemment, la gauche a maintes fois prouvé dans l'histoire qu'elle sombrait dans l'autoritarisme assez facilement. Mais cette gauche avait le mérite quand même d'avoir des objectifs clairs et des objectifs politiques, c'est-à-dire atteignables, des cibles. Vous avez des objectifs, vous les atteignez. Bon, vous voulez répartir la richesse, vous le faites. Vous voulez revaloriser la part des Autochtones dans la société, OK, vous le faites à travers des programmes. Bon, évidemment, il y a aussi, ça a amené d'autres problématiques, par exemple, comme les fake news entourant, évidemment, tous les pensionnats. On a travaillé là-dessus à Libre Média.
Mais cette gauche avait le mérite d'une certaine cohérence. Et maintenant, c'est ça. C'est une gauche qui, c'est ça, c'est repliée sur elle-même. C'est la logique du safe space. Et on est passé, c'est ça, d'une gauche qui visait à améliorer à combattre les inégalités économiques, à une gauche qui nous parle de bien-être mental, corporel. Là, on est dans une sorte de néo-bouddhisme, finalement. On est aussi dans le cadre de la société des loisirs. Hein, et même Catherine Dorion se trahit régulièrement, tu vois, dans la publicité de sa pièce de théâtre là, qu'elle présente comme un traité d'insoumission. Ça fait sourire parce que, bon, Madame Dorion reste intégrée au système, donc on a toujours un peu de la difficulté à comprendre comment quelqu'un d'aussi célébré par le système peut se prétendre être aussi révolutionnaire. Il y a quand même une contradiction assez incroyable ici. Et Madame Dorion, tu vois, elle présente la révolution comme quelque chose dedans de nous. C'est ce qu'elle nous dit. Donc, la révolution, ce n'est plus transformer la société à travers la maîtrise du pouvoir politique, c'est cet univers mental, hein, c'est ça, où partir au chalet le vendredi tient lieu d'acte de résistance, comme le dit, et c'est trahi plusieurs fois Catherine Dorion. Ben là, je ne veux pas parler de Catherine Dorion toute l'entrevue, mais c'est parce qu'il faut bien comprendre qu'elle est vraiment symptomatique de ce dont je parle. Donc, il faut évidemment illustrer notre propos avec des exemples. Et son livre, c'est ça, illustre à merveille ce psycho-virage finalement de la gauche woke. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté de ne pas attirer l'attention sur le manque de résultats ou de son impuissance ou son incapacité à livrer, justement en sortant de métriques quantifiables, là, où est-ce qu'on pourrait la juger, cette gauche-là, d'une certaine façon, elle vient, elle sort un peu du monde réel et on ne peut plus lui dire, bon, vous n'avez pas livré, il y a tant de chômage, il y a tant de gens dans la pauvreté, il y a tant de... Maintenant, c'est simplement des états de vie sur lesquels ils s'intéressent, comment ils se sentent psychologiquement. Donc, il n'y a pas justement une déresponsabilisation au sens où peut-être qu'ils se rendent compte qu'eux-mêmes ne seraient pas capables de livrer de la marchandise de ce que l'ancienne gauche promettait. Et finalement, on se ramasse avec cette nouvelle gauche qui promet rien finalement. Oui, écoute, c'est pas bête, c'est fort possible. Ça permet effectivement de camoufler un bilan qui n'est pas toujours, disons, très, très enviable. En même temps, je pense que la gauche a atteint plusieurs de ses objectifs dans l'histoire. Donc, qu'est-ce qu'il lui reste à faire finalement à la gauche? On a un peu l'impression qu'elle est allée un peu au bout de sa logique. La société québécoise n'est pas profondément inégalitaire. En fait, je pense que la gauche a créé de nouvelles inégalités en créant ce que Milei appelle la caste. Et au Québec, on a je pense un peu une fausse égalité dans le sens où, il y a un peu la caste du système public hyper protégé et le reste de la population qui doit un peu plus se démerder. Donc, je pense pas qu'on soit dans une égalité absolue au Québec, mais on peut pas dire non plus que c'est une inégalité absolue. Donc, dans une société comme le Canada, qu'est-ce qui reste tant à faire à la gauche? C'est-à-dire l'égalité entre les hommes et les femmes. Les gens vont dire que il reste toujours du chemin à faire, oui et non. Là. C'est-à-dire que je pense que la femme canadienne et québécoise quand même bénéficie d'un régime égalitaire, équitable, là, de manière générale. Donc, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? On ne sait pas exactement. Il lui restait, par exemple, à transformer les enfants en trans. C'est-à-dire que la gauche, après le féminisme, c'est quoi? Là? Une fois qu'on a gagné ces luttes-là, qu'est-ce qu'on fait? Là, la gauche a commencé à se tourner même vers les hommes qui voulaient devenir des femmes. Donc, finalement, la gauche... il faut savoir s'arrêter aussi dans la vie. Là. Il y a une limite à tout. Tu peux pas toujours rouler et te réinventer. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Donc, ce qui explique un peu sa stagnation, disons, son plongeon dans le psychologique. Il faut dire qu'on vit une époque aussi fondamentalement psychologique. Donc, la gauche baigne dans un environnement aussi qui finit par l'imprégner. Donc, c'est ça. Écoute, c'est un virage quand même important et j'y reviens parce que c'est important. Pourquoi des gens se sont tournés vers des leaders populistes à droite? Parce que la gauche ne faisait plus son travail. Et comme je dis dans un autre éditorial là, intitulé « Adieu la gauche », c'est que quand on a une gauche qui ne critique plus en fait ce qu'on appelle le capitalisme, Big Pharma, le complexe militaro-industriel américain ou les géants technologiques, c'est à quoi sert la gauche? La gauche, quand même, essentiellement, c'est une critique économique de la société, à partir de l'analyse marxiste. Donc, à partir du moment où la gauche
abandonne ses causes traditionnelles, ben faut pas s'étonner que il y a des gens qui se détournent d'elles. Donc, tu sais, on est très loin de Che Guevara. Je veux dire, entre des gens qui ont pris le maquis à Cuba et des gens qui partent au chalet à faire de la méditation, comprenez-vous qu'on n'est pas dans le même esprit, là. Il y a quand même un romantisme, là. Dans le fond, il y a comme un récit, un méta-récit dans lequel ils veulent s'inscrire. Oui, tout à fait. Et c'est une mode, hein, pour le dire plus simplement, c'est une mode. Mais je pense même, je ne veux pas revenir à Catherine Dorion, mais ça me fait plaisir en même temps. Il y avait une vidéo où elle nous invitait une sorte de Saint-Jean-Baptiste dans le bois. Je pense qu'on a un chalet, là, Catherine Dorion. C'est pas très étonnant, justement, quand je parle de société, chalet, tout ça. Et elle nous parlait de Saint-Jean-Baptiste qui devait être très, très douce. Pourquoi la Saint-Jean-Baptiste doit-elle être douce? La Saint-Jean-Baptiste, il me semble, quand tu es nationaliste, ça doit être fort. Ça ne doit pas être doux, cette affaire-là. Tu sais, c'est quoi ça, une Saint-Jean-Baptiste douce? La Saint-Jean, c'est pas une méditation, là. C'est pas ouvrir ses chakras, là. On est passé d'une grosse brosse, c'est pleine, à une Saint-Jean-Baptiste douce dans le bois. Non, mais vous voyez, pareil. Un autre truc qui est symptomatique, c'est j'ai aussi qu'avant, évidemment, le parti pour la gauche, ça comptait. Et le comportement, tu vois, de Catherine Dorion à l'intérieur de son parti QS aussi est symptomatique de cet hyper-individualisme. C'est-à-dire, ce n'est plus la cause, ce n'est plus le parti avec un grand P qui doit guider notre comportement. On ne se sacrifie plus pour la cause, pour le parti, comme ça a toujours été le cas à gauche. Évidemment, ça a amené bien des dérives. C'est le moi, encore une fois, c'est moi, moi, Catherine Dorion, mon coton ouaté, peu importe les intentions de vote de QS, pour QS, peu importe les répercussions sur mon parti, c'est moi qui m'exprime au sein d'une organisation. Donc, on ne s'efface plus devant, c'est ça, une organisation qui nous est supérieure. C'est le moi, le je me moi qui prédomine. Donc, on est vraiment dans des logiques complètement différentes. Du politique au thérapeutique, la dérive psychologique de la gauche, l'éditorial de Jérôme Blanchet-Gravel à lire sur le site web de Libre Média ou libre-média.com. Un deuxième article là, que tu voulais, sur lequel tu voulais attirer notre attention, c'est un article qui a lieu, tu es au Mexique, comme je l'ai dit dans l'introduction de ce podcast, et justement, il y a, on le sait, le Mexique et le Canada sont au centre des tractations diplomatiques avec leur voisin central, qui est les États-Unis. Et justement, dans cet article, tu soulignes que chaque année, 200 000 armes américaines entrent au Mexique. Donc, le trafic, ça se fait pas, c'est pas unidirectionnel. Non, c'est ça. Ben oui, je profite de mon séjour, effectivement, ici à Oaxaca pour suivre, traiter des sujets qui touchent le Mexique, l'Amérique latine, puis toujours les États-Unis, parce qu'on oublie au Québec à quel point le Mexique, les États-Unis sont liés, hein, même si, là, on insiste plus sur les différences depuis le retour de Trump, le mur, etc., mais ce sont deux pays extrêmement liés. Et on a appris, récemment, que Donald Trump, c'est ça, allait inscrire les cartels mexicains sur la liste des entités terroristes reconnues par Washington. Donc, c'est bien beau dire ça, sauf que la réalité, c'est que les cartels mexicains sont approvisionnés en armes par des fabricants d'armes américains. Donc, Donald Trump s'est engagé apparemment auprès de la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum à faire quelque chose, en fait, pour essayer de diminuer ce flux d'armes vers le Mexique à partir des États-Unis. Est-ce que Trump va tenir cette genre de promesse qui a été relayée par les médias ici, mais que c'est pas tout à fait clair dans les médias américains? Donc, en gros, Claudia Sheinbaum, la présidente du Mexique, veut c'est ça, est bien d'accord pour combattre les cartels, sauf qu'il faut que les États-Unis fassent leur part. En gros, il faut sortir un peu de cette hypocrisie. Donc, écoute, on parle quand même de 200 000 armes américaines qui arrivent chaque année au Mexique. Et ce qui est drôle, c'est qu'au Mexique, c'est très dur, en fait, d'acheter des armes. Il n'y a pas de gun shop comme tel. Il y a seulement 2 grandes armureries au Mexique qui sont régulées et contrôlées par l'armée. Donc, on ne peut pas vraiment acheter d'armes légalement au Mexique, alors que, c'est un pays plutôt cow-boy et plutôt dangereux aussi, mais en général. Donc, toutes les armes
au Mexique qu'on peut finir par se procurer évidemment illégalement. Ce sont des armes américaines qui sont achetées. Écoute, et là j'ai fait une entrevue, c'est ça, avec Monsieur Omar Garcia Ponce, qui est professeur de sciences politiques à la George Washington University à Washington, et qui nous explique que 40% de toutes les armes qui arrivent au Mexique sont achetées au Texas, finalement. Donc, évidemment, les armes sont achetées dans des États frontaliers et sont acheminées vers le Mexique. Et bon, ce que j'ai appris beaucoup parce que même moi, j'avais une vision un peu plus romantique de la chose. Évidemment, on est tous un peu amateurs de Narcos, Mexico, de ces séries Netflix, évidemment très sensationnalistes, etc., très romancées par définition. Mais ça se fait mais ces armes-là arrivent au Mexique de manière beaucoup plus simple. En gros, ce sont des gens qui achètent 5, 6, peut-être maximum une dizaine d'armes à feu et qui les emmènent finalement à la frontière dans leur auto. Donc, ça marche par petite quantité. Il n'y a pas de containers qui sont parachutés en territoire mexicain. Ça se fait de manière beaucoup plus informelle. Donc, ça explique aussi à quel point c'est difficile de contrôler ce trafic-là. C'est-à-dire que passer du côté mexicain via les États-Unis est beaucoup plus facile que l'inverse. Donc, quand on arrive des États-Unis vers le Mexique, c'est pas très difficile finalement d'avoir un certain nombre d'armes dans son auto là, et de passer droit. Donc, ça arrive comme ça. Donc, moi, je suis d'accord avec Trump, là, c'est-à-dire je pense que évidemment, les cartels sont évidemment des organisations qui menacent la sécurité des États-Unis. Là, je pense que ça fait pas vraiment de doute et qui menacent d'abord la sécurité des Mexicains en premier lieu. Mais les États-Unis, de manière cohérente, doivent faire leur part. Est-ce que Trump va, lui, un républicain, s'opposer évidemment au lobby des armes pour dire, bon, finalement, il faut arrêter il faut mieux réguler finalement les armes à feu sur le territoire américain pour que 200 000 armes n'arrivent pas au Mexique chaque année. Est-ce que c'est le Parti républicain qui va emmener cette politique-là? Honnêtement, on peut en douter, là. Donc, ce qu'on voit, c'est que justement, dans ces négociations, le Mexique a un effet de levier, là, c'est-à-dire qu'ils peuvent dire, regardez la réalité, oui, peut-être qu'il y a de la drogue qui passe de notre côté, mais de votre côté aussi, vous avez des choses à vous reprocher. Là. Ça peut aider dans les négociations, le côté du Mexique, mais ouais. Est-ce que de notre côté au Canada, on a ce même type de levier? Là, on sort un peu de ton article, là, mais selon toi, est-ce qu'on a une meilleure idée là, de comment on va négocier au Canada avec Trump? Parce que là, le compte à rebours continue. Là, je pense qu'on est rendu à la moitié. Là. Il reste 15 jours pour livrer la marchandise. Est-ce que tu as des gens qui te parlent dans l'actualité? Qu'est-ce que tu se retiens un peu de notre côté? Oui, je finis sur le Mexique parce que c'est exactement ça. Claudia Sheinbaum, c'est sa stratégie, c'est-à-dire elle utilise les armes américaines au Mexique comme argument pour contrer les tarifs de Trump. C'est exactement la stratégie. Est-ce que ça va marcher? Je pense que ça fonctionne apparemment et Trump aurait fait preuve d'une certaine sensibilité envers ce thème-là. Mais c'est ça. Évidemment, tout le monde... Trump est sollicité de tous les côtés, là, c'est-à-dire que bon, il peut pas satisfaire tous les groupes de pression en même temps. Mais c'est ça. L'argument de Claudia Sheinbaum, c'est de dire, écoutez, là, nous, on veut bien emmener 10 000 personnes, 10 membres de la Garde nationale à la frontière, mais ça serait bien que vous arrêtiez de nous envoyer 200 000 guns par année, en gros. Pour le Canada, écoute, Francis, vu d'ici, d'abord, il y a une hystérie, là, c'est pas la première fois que je le mentionne, mais en tout cas, à l'oral, je pense que oui, là, l'hystérie canadienne actuellement et québécoise face aux menaces de tarifs est incroyable. C'est-à-dire, je pense que les Québécois parlent plus de Trump que les Américains eux-mêmes. Au Mexique, il y a des commerçants qui ne sont même pas encore vraiment au courant là, des tarifs qui pourraient aussi affecter leur économie. Il y a vraiment un emballement incroyable au Québec. C'est un mode de vie, avoir peur de tout là, actuellement au Québec. Il y a une névrose collective absolument incroyable. Mais quels sont les leviers du Canada? Écoute, je pense que les premiers ministres des provinces leur mission n'a pas été très concluante. Bon, ils ont rencontré un certain nombre de gens là, relativement proches de l'administration Trump, mais ça ressemble plus à une sorte d'échec quand même parce que finalement, les premiers ministres canadiens ont été boudés, n'ont pas été reçus en fait par Trump. Donc, disons que ce n'est pas... symboliquement, diplomatiquement, c'est pas fort.
Les leviers, écoute, là, de toute façon, on a cédé, on dit qu'on va envoyer 10 000 personnes à la frontière. Je ne sais pas quels sont nos leviers exactement pour... comme disait Jonathan Hamel dans une entrevue que j'ai faite avec lui récemment au Mexique, il faut envoyer d'abord des émissaires qui ont la confiance de Trump. Donc, ça voudrait dire de changer de garde complètement. Puis ça ne veut pas dire de se coucher devant Donald Trump. Je pense que c'est quelqu'un qui est quand même assez excessif dans son style de communication. Ça ne veut pas dire de se soumettre évidemment à Trump, mais il faut se départir de toute cette garde prétorienne gauche, de la gauche woke, qui n'a plus de crédibilité dans le contexte actuel. Donc, est-ce qu'on peut envoyer des gens qui sont plus neutres, qui recevraient la confiance de Trump sans se soumettre à lui, un peu comme Daniel Smith? Je pense que déjà, ça serait une bonne idée. Parce que dans le fond, les leviers, écoute, c'est Trump, c'est ça, tout est dans une question de relation de confiance parce que Trump se retrouve finalement à respecter davantage une présidente mexicaine qui est finalement d'extrême gauche. Donc, Trump a plus de respect pour une présidente mexicaine d'extrême gauche que pour l'ensemble de nos dirigeants de centre ou de centre-gauche ou de centre-droit. Ça, c'est quand même assez incroyable. Hein? Donc, on pourrait penser que Trump détesterait la présidente mexicaine parce qu'elle appartient à une certaine gauche dite radicale. Mais non, il s'entend mieux avec elle et il s'entendait mieux aussi avec son prédécesseur AMLO qu'avec Justin Trudeau. Ça, c'est quand même un fait notable. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, les leviers qu'on peut utiliser? C'est extrêmement complexe là, de savoir où est-ce qu'on en est avec tout ça. Mais moi, ce qui me retient mon attention, puis c'est un peu le point sur lequel je reviens un peu à chaque fois, c'est qu'il faut arrêter de faire de la morale. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, pas juste le personnage, il faut comprendre que les relations internationales, c'est des chiffres surtout, puis c'est des intérêts. Puis on est là à s'offusquer, puis on perd du temps là, à s'offusquer. On est vraiment, je veux dire, on n'est vraiment pas dans le coup là, si on prend cette posture-là. Là. Parce qu'on peut s'offusquer tant qu'on veut, le plus fort gagne. Fait que, on peut mourir la tête haute, mais on va voir. Moi, ça m'intéresse pas. Donc, avoir des vrais professionnels, des vrais négociateurs, des vraies personnes qui sont capables de donner à l'autre ce qu'il veut. Tu sais, d'abord, qu'est-ce que tu veux, s'il vous plaît, Donald Trump? Peux-tu me le dire pour vrai? Au-delà de l'état d'urgence que tu essaies de nous faire croire pour pouvoir négocier directement d'une manière plus rapide. Puis, une fois que tu nous as dit ce que tu voulais, peut-être qu'il y a énormément de trucs que Trump veut de nous, puis que ça serait une bonne chose pour nous qu'on lui offre, au sens où, par exemple, s'il nous demande pouvez-vous faire en sorte de contrôler vos frontières parce que là, il y a du monde qui arrive de n'importe où à l'aéroport. Je veux dire, peut-être qu'au point de la politique intérieure, il y aurait un avantage. Il y aurait un désavantage à prendre cette décision par soi-même, mais là, tu as Trump qui t'oblige à le faire. Donc là, tu peux lui donner tout le blâme d'avoir fait ça, mais en même temps, c'est la chose à faire. Tu sais. On peut avoir la même chose pour l'utilisation des ressources naturelles. Je veux dire, les politiciens devraient se servir de Trump pour faire ce qu'il y a à faire sans en payer le prix politique. C'est un peu ce que je pense. C'est ça, oui. Effectivement, je pense que ça se passe beaucoup dans la posture. Je l'ai dit souvent, mais effectivement, comme tu dis, il faut abandonner la morale pour faire de la géopolitique. En gros, prendre connaissance, d'abord renouer avec notre réalité continentale. Trump révèle non seulement un vide identitaire, bon ça a été dit souvent par des bas côtés, mais un peu l'anomalie canadienne. Ça reste le Québec, c'est distinct, mais le Canada comme tel, c'est quand même drôle que les États-Unis n'aient jamais avalé le Canada anglais. Et français aussi, mais anglais encore plus. Parce que finalement, les États-Unis se sont concentrés sur la conquête de l'Ouest, puis finalement, en haut, c'était juste peut-être un peu trop haut, un peu trop froid, mais qui est finalement deux pays anglo-saxons collés comme ça, l'un sur l'autre dans les Amériques, c'est quand même assez étrange. C'est un peu comme si on est un peu une Australie du Nord, finalement, au-dessus des États-Unis, ça n'a pas vraiment rapport. Là. Non, mais
Enfin, vous voyez, c'est les États-Unis Ils sont passés inaperçus un peu, là. Ils sont passés inaperçus, ils faisaient pas trop de bruit. Puis là, là, on arrive au moment où est-ce que finalement, ça fait plus vraiment leur affaire aux États-Unis de payer pour tout ça. Puis tu sais, tu leur demandes aux Américains, aux Canadiens anglais, puis tu me demandes à n'importe qui, je veux dire, qu'est-ce qui fait en sorte que avec disons, un voisin aussi dangereux que la Russie au nord, comment ça se fait qu'on n'ait pas pas plus investi dans l'armée, dans la défense et dans le développement géostratégique, ben c'est parce qu'on prenait pour acquis que les Américains allaient nous défendre. Là. Et eux, d'une certaine façon, ils nous laissaient ne pas nous développer dans ces secteurs-là, justement pour pouvoir éventuellement, lorsque le besoin s'en ferait sentir, prendre le contrôle. Et que je pense que on est juste rendu à ce moment-là. Là. Mais ce moment-là était peut-être c'est difficile de dire à travers les administrations qui se sont succédées, mais la logique de part et d'autre voulait qu'à un moment donné, il y aurait un payback time, là, comme on dit. Là. Il y aurait une volonté de clarifier un peu la situation. Mm-hmm. Mais c'est pas soutenable. Là, je veux dire, tu peux faire ça, oui, quand c'est ta famille, tu peux faire ça avec ton beau-frère, puis payer à sa place à chaque fois que vous allez au restaurant. Mais à un moment donné, quand c'est rendu que ta sécurité nationale en dépend, là, c'est ce qu'il dit par rapport au Groenland, mais c'est sûr que ça a rapport à ça, par rapport même au passage du Nord-Ouest qui devient, avec, disons, le réchauffement climatique encore plus accessible, qui est plus court que le canal de Panama pour beaucoup de routes maritimes. Ben là, on arrive au moment où est-ce que là, ça fait plus leur affaire, puis boum. Puis nous, on est comme pris au dépourvu et on est très vulnérable par rapport à ça. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Ben, écoute, c'est un grand réveil parce que c'est ça, le Canada a vraiment vécu dans sa bulle. C'est ça, un pays qui s'est cru à l'abri de l'histoire, à l'abri des réalités géopolitiques, continentales. Le wokisme aussi, ça fait 10 ans qu'on parle de diversité alors que, bon, il y a encore des enjeux militaires. On le voit, c'est ça, avec la Russie, mais c'est-à-dire le monde reste un monde de conflits, de tensions, de zones d'influence. Donc, c'est sûr, je pense que ça prend un grand ménage, d'ailleurs, dans les universités, dans le financement de la recherche. C'est-à-dire, imaginez les millions de dollars qui, au Canada, ont été consacrés à de la recherche, entre guillemets, sur l'identité de genre, le féminisme, le transgenrisme, la diversité culturelle, au sens très, très large. C'est-à-dire que là, il faut qu'on réinvestisse massivement dans des études géopolitiques. Là. Il faut définancer d'urgence une panoplie de départements universitaires en sciences sociales. Là. C'est un peu l'économie parasitaire. Là. Il faut se débarrasser de ça. Puis c'est ce que les Américains font de leur côté aussi parce qu'ils se rendent bien compte que c'est l'ennemi de l'intérieur un peu. Là. Ça passe par pas nécessairement au sens où il y a une intention destructrice, même s'il y a une intention déconstructrice, mais il y a quand même un effet destructeur et qui pourrit un peu les différents pays de l'intérieur. Là. Donc, il y a un réveil qui doit se faire à ce moment-là. Puis, je pense que le Doge d'Elon Musk est en plein dedans. Là. Oui. En même temps, bon, ça, j'ai écrit un autre article là-dessus là, sur évidemment les révélations entourant l'USAID. Je pense qu'il y a un peu une arnaque dans tout ça. Là. C'est-à-dire, je pense que c'est pas la fin de la propagande américaine dans le monde. Je pense que là, on nous vend un peu quand même une révolution libertarienne. Non, mais c'était de l'endo-propagande. C'est-à-dire que c'est les Américains qui se sont fait avoir à leur propre jeu. Peut-être que le décolonialisme, ça a servi leurs intérêts lorsque c'était à l'extérieur, mais là, c'était comme leur propre propagande. Ils se sont fait servir dans les universités américaines leur propre propagande. Et donc là, c'est là qu'ils commencent à se réveiller, là, finalement. Bon, oui, effectivement. Ben, écoute, il y a un ménage, il y a un réalignement, il y a un recentrage. Mais pour ceux, c'est ça qui pourraient penser que c'est la fin de l'influence américaine dans les médias, dans le monde, parce qu'on voit un peu ça sur les réseaux sociaux. Attention, là, on parle quand même des États-Unis d'Amérique, le pays le plus interventionniste dans le monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il ne faut pas croire que... Moi, je ne pense pas qu'Elon Musk soit du genre à vouloir abolir l'influence américaine dans le monde, surtout dans le contexte actuel, là, avec le contexte multipolaire, l'extension des zones d'influence. Moi, je pense qu'on va plutôt vers une guerre des récits encore plus intense et non la fin de ces programmes-là. Je pense que ce que voudrait faire Musk, c'est plutôt avoir un programme qui est plus efficace, qui s'attaque plus au numérique, des voies
des canaux d'influence qui ils vont être encore plus plus efficaces que ceux qui étaient employés par l'USAID. Est-ce que vraiment les États-Unis vont abandonner ce soft power au nom de la liberté d'expression? C'est là les limites que je mets, moi, comme rédacteur en chef de Libremédia, c'est-à-dire, je pense qu'à l'échelle des plateformes, Donald Trump et Elon Musk sont honnêtes. Je pense qu'ils font un travail remarquable pour bannir la censure sur les réseaux sociaux, mais à l'échelle du monde, dans leur bataille quand même contre la Russie et la Chine, l'Iran, etc., parce que veut pas, c'est pas vrai que les intérêts américains coïncident avec les intérêts russes, là, surtout pas en Amérique, et pas autour de Cuba, et pas autour de l'Amérique latine, etc. Donc, il n'y avait pas de convergence entre les intérêts américains et russes dans le monde de manière générale, là. Ça, je pense, c'est un des plus gros mythes inventés par les médias au Canada, là, de penser qu'il y a une convergence. Comment voulez-vous que quand même la Russie et les États-Unis convergent en intérêt en Amérique? Moi, j'ai jamais vu ça. Là, depuis la crise des missiles, ça n'a pas été très fréquent, là, ce genre de mouvement. Remarque que l'histoire est imprévisible. Ça ne veut pas dire que les deux gars n'ont pas des affinités. En même temps, et là où je suis d'accord, c'est qu'effectivement, ce monde multipolaire va permettre un impérialisme dans les zones d'influence civilisationnelle de chaque puissance. Et là, c'est là où l'impérialisme, entre guillemets, américain peut coller à ce monde multipolaire, alors que l'impérialisme américain était plutôt associé au monde unipolaire. Donc, c'est bon. Il y a des nuances à faire dans tout ça. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des espèces d'un enchevêtrement complexe qui fait en sorte que, Trump veut prendre le Canada, Poutine, l'Ukraine, est-ce que c'est un parallèle qui se vaut? Bon, moi, avec beaucoup de bémols, je ne suis pas sûr que c'est un parallèle qu'on peut faire de manière aussi directe que ça, là. Mais si les gens veulent le faire, qu'ils le fassent. Mais, je le répète, les intérêts des États-Unis ne convergent pas avec les intérêts russes à l'échelle du globe. C'est faux. Donc, dans ce contexte-là de rivalité croissante entre les grandes puissances qui font le monde multipolaire, je pense que les États-Unis, ne procèdent pas à une révolution libertarienne, mais plutôt un recentrage. Et c'est là que je pense qu'Elon Musk nous vend quand même un projet, là, c'est-à-dire il y a beaucoup je ne vais pas dire d'arnaque dans tout ça, là, mais... Il y a beaucoup de spectacles. Beaucoup de spectacles. Donc, les États-Unis n'agiront pas contre eux-mêmes parce que c'est un État. Puis les États, c'est ça. Que voulez-vous? Tous les États ont un côté voyou. Et là, c'est mon côté libertarien. Mais tous les gouvernements sont problématiques dans la mesure où ils utilisent la violence et des moyens plus ou moins mafieux pour faire valoir leurs intérêts. C'est ça un État. Là. C'est depuis Hobbes. Il ne faut pas non plus penser. Et puis on le fait nous-mêmes là, aussi. Il y a juste au Québec qu'on pense que l'État est inoffensif et angélique. Il y a juste au Québec qu'on pense ça. Là. Mais pourtant, on le fait aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'armée, on n'a pas tout ça, mais on a quand même nos intérêts. Puis il y a une bonne partie de l'économie québécoise qui bénéficie d'un certain protectionnisme. Là. Tout à fait. Donc, puis moi, je préfère un monde gouverné. Je préfère être sous l'influence américaine que sous l'influence chinoise au Canada. Là. Donc, je pense que les États-Unis, et je le dis dans mon article là, qui s'intitule USAID, la propagande américaine change de visage, pas de mission. C'est-à-dire que les États-Unis ne peuvent pas abandonner ces outils de soft power pendant que la Chine et la Russie, l'Arabie saoudite continuent d'utiliser ces outils-là. C'est-à-dire que les États-Unis se placeraient volontairement dans une position de faiblesse face à leurs adversaires. Donc, dans un paradigme réaliste où on admet que les États poussent pour leurs intérêts, il faut que les États-Unis continuent aussi d'être en mesure d'être une puissance mondiale. Donc, tu sais, je fais je pense, les nuances qui s'imposent. Donc, mais nous, comme journalistes, par contre, on est censé être le quatrième pouvoir. Donc, il faut continuer, évidemment, à poser un regard critique sur le pouvoir en général. Et Libremédia va continuer de saluer les bons coups en matière de liberté d'expression de l'administration Trump quand il en fait. Mais il faut s'attendre de Libremédia à continuer d'avoir un regard critique sur le pouvoir en général, que ce soit le pouvoir canadien, le pouvoir américain, chinois, russe. C'est ça notre mission comme journaliste et on va continuer à la mener.
Et il y a une panoplie d'articles justement sur ce sujet qui traite un peu de l'ensemble des dimensions de des enjeux liés aux nombreux décrets signés par Trump depuis son élection, dont un dernier qu'on invite nos auditeurs à aller consulter sur le site web de Libre Média au libre-media.com. Effet Trump frontalier, des arrestations de migrants, chute de 39%. Donc, c'est plein il y a même des articles sur l'influence du Big Pharma et tout ça. Donc, vraiment beaucoup d'articles à lire et on invite nos auditeurs à aller les consulter. Et toi, Francis, tu as passé une bonne partie de la semaine à Londres, dans la capitale anglaise, chez nos amis britanniques, pour couvrir ce grand événement du conservatisme anglo-américain. L'Arc Forum, c'est un événement parrainé par Jordan Peterson. Tu as réalisé plusieurs entrevues avec plusieurs grands noms. Peux-tu, d'abord, ton impression, comment tu te sens à Londres comme Canadien-Français? Je me sens assez bien, sachant que, justement, Canadien-Français, mais Canadien aussi, là, au sens où Jordan Peterson, c'est un Albertain, c'est un Canadien, donc c'est sûr que le Canada ici rayonne pour les bonnes raisons, contrairement à d'habitude, parce que la première chose qu'on nous dit aussi quand on arrive dans ce genre d'événement comme ça, c'est « Oh mon Dieu, vous arrivez du Canada, oh mon Dieu, ce pays, de quoi ça a l'air, est-ce que vous êtes toujours en vie, comment vous arrivez à vous nourrir tous les jours et tout ça. » Donc, c'est vrai que la réputation, en tout cas dans certains milieux du Canada, a véritablement chuté. Là, on est vu comme la capitale du wokisme et du déclin de l'Occident. Puis ce déclin-là, justement, la conférence ici est un peu dans la philosophie de Libre Média, parce que nos auditeurs l'ont sûrement entendu. On parle souvent justement du déclin civilisationnel, déclin de la compétence, déclin non pas souhaité, mais constaté, déclin de la compétence dans les villes, dans la gouvernance, déclin de la compétence des professeurs, dans les sciences, etc., etc. Et donc, ici, c'est un peu la même chose au sens où le constat du déclin de l'Occident est fait. Et la conférence est là pour lutter contre ce déclin-là et dire qu'il n'est pas obligatoire, qu'il n'est pas la seule façon de faire et qu'un renouveau, une renaissance est possible. Et donc, plusieurs des personnalités des médias sociaux, justement du conservatisme anglo-américain, comme tu le dis, étaient réunis ici pour parler de différents enjeux, qu'ils soient politiques, qu'ils soient économiques, qu'ils soient philosophiques et religieux aussi, parce que ça, c'est une des choses qu'on se rend compte dans le monde anglo-saxon, c'est que le conservatisme, disons le rejet du conservatisme religieux ou social n'a pas été conclu, au contraire. Donc, j'étais assez surpris de voir des politiciens, des YouTubers et tout ça avec des évêques dans le milieu, avec des gens à col romain, des gens qui prient, tout ça. Ça m'a surpris beaucoup de voir l'atmosphère. Oui. On le sait, même dans la société anglaise, il n'y a jamais eu de séparation de l'Église et de l'État. Je veux dire, l'archevêque de Canterbury, le roi est encore le chef de l'Église. Il y a une place sociale pour le clergé, entre guillemets. Là. Même les évêques sont dans la Chambre des Lords et tout. Donc, il n'y a pas cette division-là. L'Angleterre, on est quand même assez surpris. On n'est pas en France, là, ici. Mais en tout cas, moi, on va poursuivre... parce que tu as beaucoup de choses à dire, mais justement, c'est pas une particularité du conservatisme du monde francophone, justement, parce que dans l'Amérique latine, dans le monde hispanophone, il n'y a pas non plus cette séparation-là. La droite à hispanophone, il fait encore une grande place aussi à la religion. Mm-hmm. Ouais, je comprends. Puis, disons qu'il faut que la droite, laisse la place à la religion. J'ai rien contre. De la même manière, la gauche l'a fait souvent. Et donc, il faut juste faire attention pour les religions elles-mêmes. Là, ce que mon conseil que j'aurais pour elles, c'est de faire attention à ne pas se laisser instrumentaliser aussi. Parce que leur message, en théorie, est plus élevé là, que celui même disons, le message civilisationnel tel qu'il était discuté ici à la conférence est très
disons, est très élevé, là, au sens où c'est ce qu'il y a de plus cher un peu pour nos sociétés en général. Mais le message des religions doit être en dehors je veux dire, des préoccupations temporelles stricto sensu, selon moi. Donc, ce serait mon conseil que je leur ferais. Et c'est un peu pour dire un peu l'atmosphère. Mais la manière que ça fonctionnait chaque jour, bon, les gens arrivaient, il y avait à peu près 4155 personnes environ qui étaient réunis dans un grand auditorium. Et là, chaque matin, il y avait des personnes, des speakers, comme on dit, là, qui venaient faire leur présentation, qui étaient suivis de panels de discussion sur différents sujets. Et voilà. Et ça permettait justement à cette organisation, l'Alliance pour la responsabilité citoyenne, le ARC, qui aussi utilise un langage religieux, là. À la fin, le discours de Peterson, là, tout à l'heure, il était très... Parce que on enregistre ce podcast-là, je crois qu'on est mercredi soir. Il y avait... c'était très, très... c'était, disons, motivationnel, mais faisait référence à l'Arche de Noé, tout ça. Donc, pour préserver ce qu'il y a préservé dans ce moment de crise civilisationnelle, etc., etc., etc. Donc, c'est un peu théâtral à ce niveau-là. C'était peut-être mon côté français là, qui répugne un peu à ce côté-là de la conférence. Mais c'est pas grave, je comprends un peu cet aspect de motivation puis de coach de vie. Et donc, voilà, c'était des conférences, des panels et ça discutait fort. Et aussi beaucoup de networking, là, de réseautage, comme on dit, entre les différents groupes disons, de la société civile. Et de ceux-là, j'ai pu en rencontrer plusieurs. Donc, dans chaque jour, je faisais une espèce de petit résumé de ce qui s'était passé et des différentes rencontres que j'avais pu faire là, durant la journée. Là. Donc, c'est des espèces de résumés, reportages quotidiens que j'ai pu faire. Donc, on invite bien sûr là, nos auditeurs à aller les voir. Les voir, ils sont disponibles dans la playlist ou dans la on a la liste de lecture sur la chaîne YouTube de Libre Média dans couverture spéciale. Donc, j'ai pu rencontrer, par exemple, la première journée, Jonathan Pajot, qui est un ami de Jordan Peterson, qui fait partie du comité de consultatif de ARC. Et c'est un que je connaissais, là, j'avais déjà interviewé plusieurs fois. Il vient de Montréal, là, il habite pas loin sur la rive nord de Montréal. Et on a parlé de justement de la question disons de l'identité. C'est un peu ce sur quoi il s'appuie. L'identité aussi l'identité numérique. J'ai pu rencontrer aussi Alice Cordier, mais elle dit Cordy, qui est une féministe de la nouvelle vague et qui est très préoccupée par les vagues d'agressions dont les nombreuses femmes font l'objet, malheureusement, en Europe et dont elle associe la cause à l'immigration massive. Donc, très jeune fille, jeune femme très dynamique, véritablement un message assez sévère, mais donc elle nous parle de ses expériences personnelles et on voit qu'elle a souffert de son côté aussi et elle est pleinement impliquée là, dans ce collectif Némésis. Donc, une entrevue à voir et peut-être une organisation à découvrir parce que tu avais déjà fait un article avec eux, là, je crois. Alexis Brunet, oui, un journaliste français, oui. Exact. Donc, j'ai pu rencontrer aussi. Continue, il y en a beaucoup, notamment Jason Kenney. Il y en a beaucoup. Je ne sais pas si on peut tous les nommer parce que. Les principaux, là, Bjorn Lomborg, qui est le grand environnementaliste, mais disons réaliste, là, qui veut faire la promotion. Il appelle ça le consensus de Copenhague, son organisation, son ONG. Et lui, il veut faire la promotion d'une vision réaliste des enjeux environnementaux avec une approche coût-bénéfice, là, où est-ce qu'on ne fait pas nécessairement de la vertu en espérant, disons, se sauver soi-même d'une manière pélagienne en brûlant des milliards de dollars dans des choses qui sont pas nécessairement qui n'ont pas nécessairement d'impact, mais au contraire. Donc, s'investir là où ça rapporte le plus pour le moindre coût. Donc, Bjorn Lomborg, très intéressant. La deuxième journée, j'ai pu rencontrer Eugénie Bastier, journaliste au Figaro, très connue également. Et Ezra Levant, qui est le PDG, fondateur, journaliste de Rebel News, qui parle justement de l'avenir du conservatisme et des médias conservateurs en général, comment ça se produit. Et justement, j'ai posé des questions
disons, sur l'avenir des médias, non pas, et des médias conservateurs, non pas comment on arrive à survivre dans un climat de censure, mais au contraire, dans la nouvelle ère qui s'ouvre, comment ne pas nous-mêmes, entre guillemets, devenir les nouveaux, disons, les nouveaux mainstream médias qui décident de censurer, mais de rester des endroits où est-ce que tout le monde peut s'exprimer. Donc, de ne pas faire le jeu dans lequel la gauche ou une certaine gauche est tombée, c'est-à-dire de censure, puis de ne pas tolérer ceux qui ne pensent pas comme nous. Évidemment, le bannissement de l'Associated Press de la Maison-Blanche, bon, pour oui, c'est ça. l'agence de presse qui refuse de nommer, d'appeler le Golfe du Mexique Golfe de l'Amérique, chose que personnellement, je ne ferai jamais. Là. Bon, les gens vont dire, ouais, toi, t'es mexicain, ouais. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que parce que le Golfe du Mexique a été nommé Golfe du Mexique avant même, je pense, bien avant. Mais c'est la déconstruction de droite, hein. C'est ça qui est drôle. C'est-à-dire que le déboulonnage de statut, c'est un bon exemple parce que le déboulonnage de statut, c'était l'apanage de la gauche là, jusqu'à très récemment. Et là, on se ramasse avec une droite trumpiste qui va dans le même sens, qui fait la même chose, mais de l'autre côté. Avec des statuts? C'est ça, oui, avec le symbolique, avec les noms, c'est ça. Exact. C'est ça. Non, je pense que c'est une erreur, ça, vraiment, c'est une erreur de l'administration Trump de ce bannissement de la Associated Press. Il faut absolument éviter de tomber dans les mêmes travers que la gauche woke. Mais justement, Francis, ce qui a été question à l'ARC, la conférence de l'ARC de la réélection de Trump, on sait que Jordan Peterson a été lui-même reçu au Capitole durant la cérémonie. C'est sûr qu'il y a eu des politiciens américains. C'est-à-dire qu'il y a eu Mike Johnson, le speaker de la Chambre, qui n'était pas là en personne, mais qui a fait un message juste pour l'audience. Donc, oui. Il y avait Vivek Ramaswamy qui était là. Donc, il y avait beaucoup de personnalités liées au Parti républicain qui étaient présents. Là. Donc, oui, il y avait quelque chose de... donc, c'est vraiment une réunion avec des gens très, très importants là, qui étaient réunis puis qui s'étaient suivis. Malheureusement, au Québec, on a difficilement réussi à attirer l'attention sur d'autres choses qu'une tempête de neige puis d'un avion qui s'écrasait. Là. Donc, ça a été un petit peu frustrant de ce côté-là parce que les gens ne suivaient pas. Ils étaient vraiment accaparés par le quotidien abyssal, disait un de mes anciens professeurs. Mais de toute façon, les entrevues là, qui se succèdent, parce qu'aujourd'hui, j'ai pu rencontrer, là, c'est une vidéo qui est disponible depuis mercredi, plusieurs personnalités, dont Jason Kenney, qui est l'ancien premier ministre de l'Alberta, auquel j'ai eu la chance de parler. J'ai posé des questions sur la COVID, sur sa gestion de la COVID. Lui, en tant que décideur à ce moment-là, comment il avait réussi, comment il lisait sa propre expérience a posteriori. Donc, allez voir ça. Et j'ai rencontré aussi un acteur hollywoodien que peut-être certains connaissent, là, qui est Kevin Sobros, qui est pour les plus vieux d'entre vous, là, il jouait Hercule, là, donc dans la série, la très célèbre série américaine Hercules. Donc, il a été d'une certaine façon cancellé, là, c'est ce qu'il dit dans l'entrevue. Il dit qu'il a été un des premiers à être une victime de la cancel culture. Parce que justement, il avait fait son coming out conservateur à l'époque et donc il a dû même quitter Hollywood et partir sa propre compagnie de production. Par la suite, il a fait d'autres films sur justement la question, par exemple, des chrétiens évangéliques. Là, il y a une espèce de petite mise en scène là, d'une jeune dame chrétienne qui rentre à l'université et là, elle tombe sur un professeur de philosophie et lui joue le professeur de philosophie en question qui est contre Dieu et tout ça et là, comment elle réussit à garder ses croyances. On voit un peu le synopsis, mais lui, il parle de son expérience et comment justement le wokisme et un peu la culture en général auquel il appartenait à l'époque l'a banni et donc il en garde un sentiment amer et il était là pour partager son expérience. Donc, j'ai pu le rencontrer, faire une belle entrevue avec lui, là, qui est disponible sur le jour 3 du Forum ARC. Et finalement, j'ai rencontré des Québécois. Dans le jour 2, Marie-Josée Elie et Daniel Lemire, non pas l'humoriste, mais le professeur à la TELUC en informatique. Et donc, avec eux, j'ai pu discuter un peu de comment ils voyaient cette conférence-là en tant que Québécois et quels sont les enjeux auxquels ils sont attachés. Et parce que vraiment, le thème, là, on pourrait dire, c'est
disons, travailler à une renaissance. Donc, l'Occident est en déclin. Pourquoi l'Occident est en déclin? Parce qu'il s'est séparé de ses sources judéo-chrétiennes, philosophiques et historiques. Et donc, retrouver ce lien, disons, essentiel pour faire en sorte que l'arbre de l'Occident puisse continuer à pousser, finalement. Donc, comment on réussit ça? Bon, ben, on réussit ça dans tous les niveaux, dans tous les domaines. Et même aujourd'hui, justement, dans le jour 3, j'ai pu rencontrer Monsieur Benedict Rogers, qui est le directeur de la recherche pour ARC, parce que ARC, c'est une conférence, un think tank, mais ils produisent des recherches. Et donc, j'ai rencontré le directeur de la recherche qui nous explique un peu là, quels sont les thèmes abordés par ARC, là, et donc qui les intéresse plus particulièrement. Donc, l'environnement, l'intelligence artificielle, tous des grands enjeux, là, finalement, des vrais grands enjeux, pour reprendre ton expression. Et comment les gens perçoivent Libremédia là, rapidement? Évidemment, tu te promènes, tu demandes à des gens s'ils veulent se prêter à des entrevues. Est-ce que un média indépendant qui vient du Québec, qui est francophone, mais qui est quand même connecté au monde anglophone, monde hispanophone aussi beaucoup. Comment les gens, tellement intuitivement, parce que les gens vont pas verbaliser ça nécessairement, mais est-ce que les gens sont réceptifs à un média indépendant francophone? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup au Québec, des médias comme les nôtres, là, ça je veux dire. Là. Qui couvre des événements internationaux comme ça non plus. C'est pas. C'est ça, Libremédia, parce qu'on était là au CIPAC Mexico récemment, quand même, la grande conférence de la droite, ce qu'on appelle la droite, c'est ça, latino-américaine, mais aussi américaine, parce que Conservative Political Action, ben, c'est très américain. Donc, ça, déjà aussi, c'était assez inédit comme démarche. Donc là, on poursuit cette démarche-là à Londres. Quand même, sans faire trop dans l'auto-congratulation, c'est quand même bien, non? Oui. Puis, c'est sûr que, disons que dans l'univers conservateur en général, les nouveaux médias sont les bienvenus, là. Donc, c'est pas un hasard, ça fait longtemps qu'ils sont là. Disons, l'uniformisme de la gauche et et son comment on dit ça, donc son hégémonie dans les médias mainstream a fait en sorte que la droite a investi mais massivement les nouveaux médias. Donc, les nouveaux médias sont les plus importants là, dans les nouveaux médias. Donc, c'est pour eux absolument... on n'a pas à justifier notre présence. Là, c'est évident. Là. Donc, vous êtes un nouveau média, on vous regarde un petit peu, on regarde le nombre d'abonnés que vous avez, puis là, on vous ouvre la porte. Là. Donc, c'est un peu comme ça aussi qu'on a pu réussir à avoir une passe média. Puis, donc, les organisateurs nous accueillant, après ça, les gens, on est legit, là, comme on dit en anglais. Donc, on a eu nos passes et nos accréditations. Puis là, les gens, ils viennent nous voir et disent « Ah, qu'est-ce que tu fais là? Bon, même que moi, est-ce que vous avez du temps pour faire une entrevue? » C'est fluide. Donc, on voit qu'il y a une longueur d'avance à ce niveau-là. Les gens sont les pouvoirs et les gens influents des nouveaux, disons, des milieux conservateurs sont complètement, disons, ouverts à la présence des nouveaux médias. Donc, il n'y a pas besoin de se battre ni pour quoi que ce soit. On a vraiment un bel endroit, une connexion Internet extraordinaire pour pouvoir faire nos uploads, bien accueillis. J'ai rien à dire. Moi, véritablement, 10 sur 10 à ce niveau-là. Excellent. C'est quand même drôle que ce soit les milieux les plus traditionnalistes qui sont en rupture avec les médias traditionnels. Donc, comme quoi la droite n'est pas toujours hostile à l'innovation, parce que quand même, les médias indépendants, c'est l'innovation malgré tout, c'est le changement. C'est la nouvelle ère médiatique et technologique. Ben écoute, c'est ça, on invite tout le monde à aller consulter les 3 comptes rendus des 3 journées où tu étais à Londres pour couvrir cet événement. Parce que c'est extrêmement important et on est le seul média finalement québécois à avoir couvert l'événement, non? Oui. Tu n'as pas vu aucun de collègues de Radio-Canada ou peut-être même ici peut-être en anglais ou Même pas.
Non, c'était Rebel vraiment News juste... est là, bon, collègue canadien, bon, par la présence d'Israël Levent que tu as interrogé, mais au-delà de Rebel News, même pas CBC, non? Non. C'est quand même C'est assez sûr que étonnant. c'est loin. J'imagine qu'il faut faire des budgets. Puis, Ben oui, il y a des correspondants quand même en Asie. Pas exagéré. non, Ils ont des c'est bureaux à clair. Paris, là. La meilleure façon de faire comme si c'est de faire comme si ça n'existait pas. Là. Ça, c'est une tactique qui existe depuis longtemps. Donc c'était vraiment les nouveaux médias. Beaucoup étaient là, beaucoup de médias anglais. Il y avait des grands studios. Là, donc, il y a de toutes les gammes. Mais en tout cas, moi, je pense que c'était important pour les Libre Médias d'être là parce qu'il faut être dans ces... de la partie, il faut couvrir un peu tous ces courants-là qui disons, qui ont un but commun, mais en même temps qui ont des nuances et tout ça. Donc, il y a une grande variété, il n'y a pas d'uniformité, mais il y a un esprit de camaraderie, là, je dirais, là, présent ici. Et donc, oui. C'est parce que c'est un événement militant, mais c'est un événement intellectuel aussi. Ça n'est ça, au-delà des partis politiques. Il y a un corps doctrinal. Ouais. Il y a un corps doctrinal qui est de ARC, mais en même temps, disons qu'il n'est pas... il y a un corps avec une mission fondamentale et des éléments fondamentaux, mais disons que sont très sont dans les principes. Donc après ça, comment mettre ces principes-là dans l'action, c'est ce à quoi s'évertuait cette conférence-là. Donc, tout le monde est d'accord sur les principes. Maintenant, c'est comment bien les mettre en pratique, finalement. Est-ce qu'il y a quand même une sorte d'autocritique à certains moments de ce qui est le conservatisme actuellement dans le monde anglo-saxon? Est-ce qu'il y a des... Ou c'était plutôt... Ah non, c'est l'âge d'or, là, je dirais, là, en ce moment. Là, c'est ils se rendent compte que les mouvements conservateurs en général sont en train de prendre le pouvoir un peu partout parce que c'est comme s'il y avait le peuple était, disons, s'était fait dans ce qu'on appelle le populisme. Là, c'est quand même les populismes sont populaires. Donc, ce qui veut dire qu'ils répondent à un besoin, à des craintes. Ils ont une légitimité démocratique au sens du démos, là, au sens de la population. Donc, on voit qu'il y a une partie grandissante des populations qui sont, disons, déshéritées, qui sont laissées pour compte, et au lieu d'essayer de les écouter, de prendre en considération ce qu'ils disent, est-ce que l'objet de leur souffrance, ben on les juge et on leur dit qu'ils sont pas corrects puis qu'ils devraient être autrement, etc. Donc, cette frustration-là, il faut pas la négliger, il faut pas la dénigrer. En même temps, il faut l'orienter d'une manière constructive pour apporter des solutions parce que, on le sait, on le voit souvent dans nos manifestations au Québec. Il y a des fois, ça finit par le Black Bloc qui détruit tout. Mais le Black Bloc qui détruit tout, ça sert à rien et ça mène nulle part et ça arrange absolument rien. Donc, il faut comment canaliser l'ensemble des forces, ou disons du ressentiment pour les diriger vers la construction de quelque chose. C'est un peu le but que se donnait la conférence ici. Et je pense que c'est, disons, mission accomplie pour ce qui est de la conférence, mais disons, est-ce que ça va porter des fruits? Ben, ça, c'est seulement l'avenir qui va nous le dire. Mm-hmm. Bon, écoute, félicitations pour cette couverture. Ça fait plaisir. C'était bien le fun, en tout cas. Il y a beaucoup de travail, des grosses journées. Faire comme ça, une demi-heure, 45 minutes d'émission à chaque jour. C'était beaucoup de... faut faire du montage, faut faire trouver les entrevues, tout ça. Là. Donc, mais je pense que ça a bien fini, ça a bien sorti. Les gens étaient réceptifs. J'ai pas eu à convaincre personne. Puis les entrevues, ça y allait, là, un après l'autre. Les gens étaient heureux de partager leur expérience. Donc, on invite nos téléspectateurs. Vas-y. Ben justement, c'est ça, c'est le nouveau média. Donc, tu fais toi-même ce que faisaient 4 ou 5 personnes dans les médias traditionnels encore aujourd'hui, hein, c'est-à-dire monter, mettre la caméra devant toi aussi parce que, t'as pas de caméraman, tu es le caméraman. Les caméras. Deux caméramans. Deux caméras, évidemment avec trépied, le montage par la suite, réalisation même d'un podcast après ta journée, ce qu'on est en train de faire actuellement. Disons que c'est ça. C'est pas la charge de travail quand même de nos collègues de Radio-Can en général. Non, en effet. Mais nous, on a la chance d'avoir accès à des instruments, disons, technologiques là, qu'ils n'avaient peut-être pas il y a 10 ans. Là. Donc, les nouvelles technologies nous aident beaucoup à faire, à multiplier notre productivité. Donc, je pense que
Éventuellement, Libre Média sera le nouveau standard de production télévisuelle. Mais d'ici là, c'est sûr qu'il va falloir que les gens prennent le mémo, comme on dit. Voilà, donc Jérôme, je te souhaite une bonne semaine à toi. On va continuer notre couverture de l'actualité là, parce qu'il y a, comme à chaque semaine, il se passe énormément de choses. Et voilà, donc consultez nos vidéos qui ont été produites cette semaine à la conférence ARC de l'Alliance pour la responsabilité citoyenne. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous êtes également invité à nous rendre visite au libre-media.com, sur X, TikTok, ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, comme ici même, comme au Mexique, ici même à Londres, vous pouvez nous rejoindre sur l'ensemble des plateformes du groupe Meta. Alors, Jérôme, bon 2 semaines à toi. On se reparle justement dans 2 semaines pour parler des différents articles que tu auras écrit depuis. Merci, bon retour au Canada. Et à vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.